Alliance, c'est une PME de 120 personnes qui a été créée comme une start-up en 1995 par des gens qui venaient de l'horlogerie pour avoir accès à un procédé qui était très innovant à l'époque, qui s'appelle le moulage par injection de poudre. Donc on est à la fois issu de la métallurgie des poudres et de l'injection, donc on va créer des pièces microtechniques avec l'injection plastique et la métallurgie des poudres. Donc c'est quelque chose qui est assez récent et qui est unique en France pour l'instant. Très connu au niveau mondial, mais unique en France. Oui, donc l'actionnariat étant horloger, on s'est orienté dès le départ vers les pièces de luxe. Et puis dans les années 2000, il y a un produit qui n'existait pas dans le domaine du luxe. Tout existe en luxe, hein, sauf le téléphone portable, enfin dans les années 2000. Et il y a une marque qui a décidé de créer un portable de luxe parce qu'il y avait un marché potentiel là-dessus. Et comme la mise en forme qui est utilisée pour notre technologie, c'est l'injection plastique, les gens se sont naturellement tournés vers le PIM pour fabriquer des pièces comme des téléphones portables, mais avec l'injection plastique en faisant des pièces métalliques derrière. C'est comme ça qu'on a développé ce marché-là, qui a eu un boom très important. Donc on a eu des croissances à 2 chiffres pendant 5 ans de suite. Et ça, c'est le rêve de toute start-up, sauf qu'à vivre industriellement, ça a été très très compliqué. Moi, je suis quelqu'un de la technique. Et on m'a jamais appris à produire. Et donc là, je me suis retrouvé avec 6 mois de retard sur toutes les commandes. On livrait aussi nos actionnaires sur d'autres pièces. Et donc, c'était simplement plus possible. Et donc, quand j'ai cherché manufacturing, je suis tombé sur Lean Manufacturing. J'ai lu un petit peu le bouquin de Ono et ça m'a semblé une évidence. Et donc, c'est là-dedans c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le Lean, à travers du manufacturing sur une crise de croissance. Et après, on a une crise de décroissance parce que 2008, le marché du luxe tombe. En même temps, on fabriquait beaucoup de claviers de téléphone et il y a l'iPhone qui est arrivé sur le marché. Donc à la fois plus de claviers, moins de luxe. Donc on a fait une chute vraiment sévère. Donc le Lean nous a permis aussi de résister parce qu'on n'a pas fait de plan social, on a gardé tout le monde. Et après, on s'est réinventé, d'où l'innovation dans le Lean par rapport à d'autres clients, d'autres types de produits. C'est toujours sur la même techno. Alors, déjà ça, c'est-à-dire que déjà, il nous a maintenus en vie. Moi, je pense que je dois remercier les gens qui ont inventé ça parce que grâce à ça, on est vivant. Après, pour moi, en tant que PDG, ce que je veux pour ma société, c'est de la croissance et de la satisfaction. La satisfaction des clients, des salariés et des actionnaires. Et le Lean m'apporte ça, à travers différents chantiers ou différents axes. Bien sûr, la qualité et le taux de service, ça c'est les choses que tout le monde connaisse, qui va tout de suite plaire au client, c'est la satisfaction du client. Après, un niveau de cash plus élevé, donc ça là on est vraiment dans l'actionnariat avec la croissance de la valeur de l'entreprise. Et puis les gens, parce que grâce au Lean, on va les former, on va s'occuper d'eux beaucoup mieux. Le Lean, ce sont les gens, donc là on a trouvé quelque chose, une autre relation par rapport aux gens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que ça m'a apporté aussi, c'est que ça a changé complètement la façon dont on conçoit les gens chez nous, dont on les prend en compte, notamment à travers le flux tiré, qui a fait disparaître, je vais être un peu trivial, mais qui a fait disparaître les cons dans l'entreprise. On avait beaucoup de petits chefs, des gens comme ça, et ils n'ont pas supporté le flux tiré parce que c'est des gens qui aimaient bien, qui avaient leur précaré et qui disaient toi tu fais ça, toi tu fais ça. Le Lean a supprimé ça. Derrière, donc ces gens-là sont partis naturellement. Maintenant, ils sont à la concurrence, s'il y en a, donc je leur souhaite bien du courage. Et après, ça a vraiment donné des opportunités aux gens. Et dans le Lean, on est en train on chasse les gaspillages. Et un des gros gaspillages, c'est de ne pas donner leur chance à des gens qui sont vraiment bons, mais qui sont complètement recouverts par des petits chefs. Et ça, c'est un succès, je trouve, extrêmement important. Voilà ce que ça m'a apporté. La France, c'est un pays high cost. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc, on ne peut pas faire du produit low cost, à mon sens. On est, en tout cas dans notre technologie, on est condamné à faire du produit high-tech, ce qui est lié vraiment à l'innovation, parce que les marchés, à l'heure actuelle, évoluent à des vitesses très, très rapides. Et si on n'innove pas, si on ne colle pas à ça, je pense qu'on a du mal de survivre. Voilà pourquoi, à mon sens, il faut innover. Après, le Lean, ce que ça nous a apporté là-dedans, c'est plutôt dans le comment on fait pour innover bien, ou le mieux possible. Et là, on a développé 2 axes chez nous qui sont l'intense collaboration, c'est-à-dire
travailler de manière vraiment intense avec le client, savoir ce que le client veut, parce que c'est pas la peine d'innover si le marché ne veut pas de ce qu'on fait. Donc ça, c'est juste débile. Donc il faut être avec le client pour savoir ce qu'il veut. Et quand je parle client, on a deux clients en fait chez nous. On a le client qui va acheter la pièce pour la monter sur son produit, on a le client final. Si je prends une pièce de montre, par exemple, on a la marque, et puis il y a la personne qui va porter la montre. Les deux sont très importants, et ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc il faut comprendre les deux. L'intense collaboration pour moi est extrêmement importante, alors avec le client, mais aussi avec les équipes chez nous. C'est-à-dire que les chefs de projet, ou bien les gens qui font les outillages, et puis les opérateurs sont dans la boucle, évidemment, pas forcément tous en même temps, mais ça c'est le point vital. Je disais hier à l'exposé que j'ai fait que si on prend des gens qui sont très bons, quand ils travaillent tout seuls, ils font des choses vraiment bien. Je parlais de John Lennon et de Paul McCartney. Quand ils travaillent tout seuls, ils font des albums sympas. Mais quand ils travaillent ensemble, c'est les Beatles. C'est quand même pas tout à fait le même niveau. Et ben, c'est ce qu'on essaye de mettre en place chez nous. Ça, c'est la première partie, c'est sur la collaboration intense. Et après, alors on a des outils pour ça, bien sûr, mais on a développé le Fab Lab chez nous pour que les suggestions dans le Lean, on essaye de favoriser les suggestions. Et ça, c'est bien, mais derrière, ce qu'on aime bien, c'est les tester vite. Il faut les tester vite. S'il faut commencer à faire des outillages, enfin des choses assez complexes, ça prend beaucoup de temps, puis on perd l'intérêt, on perd la réactivité. Donc on a mis en place un Fab Lab qui permet à n'importe qui chez nous, même aux clients d'ailleurs, et aux fournisseurs, de tester des idées. Alors ça peut être des idées produits, mais c'est surtout l'innovation, là-dessus sur le Fab Lab, hein, c'est plus des innovations sur les façons de faire, sur les façons d'améliorer les productions, sur des réductions de temps ou bien des améliorations de qualité. C'est comme ça qu'on on peut lier les gens qui travaillent ensemble dans ce Fab Lab sans aucune frontière. Ça, c'est le point sur la collaboration. Et après, ce qui est pour moi une bonne innovation ne va pas sans un bon moyen de test. Si on n'a pas un moyen de test performant, c'est pas ce qu'on fait. Entre une montre qui est vendue quelques centaines d'euros et une montre qui est vendue quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros, les matériaux sont en général les mêmes, les tolérances sont les mêmes, c'est l'esthétique. Évidemment, il y a le design, mais c'est la façon dont la marque va contrôler, c'est le moyen de test. Est-ce qu'il va la contrôler 50 heures dans du brouillard salin ou simplement 2? Est-ce qu'il va la contrôler avec une binoculaire ou simplement à l'œil? Combien de temps? Ce moyen de test-là va définir la qualité du produit. Si on n'a pas le moyen de test, si on ne connaît pas le moyen de test, si on vraiment ne l'a pas compris, derrière on ne sait pas bien innover. Donc on a vraiment beaucoup travaillé sur ce moyen de test-là. Ça c'est le moyen de test est pour moi la cheville ouvrière d'une bonne innovation. C'est une question qui m'a déjà été posée plusieurs fois et j'ai deux pistes. La première, à mon sens, le patron d'une entreprise il y a deux choses qu'il doit absolument faire lui-même. Il y a s'occuper de son conjoint au lit et le lean. Dans les deux cas, s'il prend un consultant pour faire le job, ça ne marche pas. Le lean, souvent, il est pris par un consultant qu'on met dans un bureau et ça ne marche jamais. Donc ça, c'est une première raison. Puis le deuxième, c'est le flux tiré. Tant qu'on n'a pas fait du flux tiré, on n'a pas fait du lean. Et souvent, les gens interprètent le flux tiré comme ça les arrange. Et donc, si on n'a pas le flux tiré, on ne peut pas voir les problèmes qualité, on ne peut pas voir les problèmes de formation des gens, on ne peut pas voir les problèmes de SMED. Et souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est toujours, le flux tiré tombe à cause de ces problèmes-là. Donc, si on n'a pas le flux tiré, on peut avoir des magnifiques trucs. On n'a pas le flux tiré, on n'est pas lean. Et les gens refusent assez facilement le flux tiré parce que c'est très dur. Donc pour moi, ce sont les deux raisons qui expliquent que le lean foire dans certains cas. Alors, je dirais que la communauté commence à se créer plus qu'avant. Et les présentateurs ont changé. C'est beaucoup plus technique, c'est aussi plus brutal. On a eu des gars où on prend vraiment le machin dans les dents, alors qu'avant on avait plus des grands experts qui faisaient du show. Là on a des techniciens qui expliquent vraiment des points particuliers avec des choses à la fois plus brutales mais plus réalistes et plus vraies. Donc je sens cette transformation-là. Il y a 4 ans ou 6 ans, je les ai fait tous, je crois. Et au début, oui, on avait les grands noms qui déployaient tout ça. Maintenant, on est plus focalisé, on est plus précis. Je pense ça se professionnalise. Alors, je verrais quelque chose de beaucoup plus global. En fait, on était fabricant de pièces microtechniques et on s'est considéré comme ça. Maintenant, je vois
Grâce à tout ça, beaucoup plus. Et c'est ce que je voudrais mettre en route. Je nous vois plus comme une petite contribution à l'amélioration du monde. On a un procédé qui est très performant en termes de rendement matière, par exemple. Par rapport à de l'usinage, qui a un rendement matière de l'ordre de 30%, nous on a un rendement matière de l'ordre de 95%. Donc on exploite les ressources pour faire 10 kg de pièces. On va exploiter beaucoup mieux les ressources de la planète pour fabriquer nos produits. Et en même temps, on a un procédé qui est non polluant, parce qu'il n'y a pas d'huile, pas de solvant. De l'autre côté, quand on fait du lean, on élimine les gaspillages. Donc à la fois les gaspillages de stock, tout ce genre de choses. On livre le client quand il veut, avec la quantité qu'il veut et des pièces qui ne reviennent pas. Et puis on élimine aussi le gaspillage des gens, c'est-à-dire qu'on va prendre les compétences vraiment au mieux de chez eux. Donc pour moi, c'est ce que je voudrais mettre en place chez nous en termes plus global, c'est The Waste Free Society. C'est vraiment quelque chose de plus global où on s'occupe du gaspillage de manière claire et vraiment sur l'ensemble de la société. C'est ça mon dada prochain. Merci beaucoup, Monsieur Billard. Merci.